Bonjour. Je vais vous présenter dans cette vidéo l'esprit dans lequel nous avons conçu les formations d'Osimex. Hein, l'idée, c'était de ne pas nous arrêter à simplement dérouler les- les modes d'emploi des codes, hein, mais plutôt de les intégrer euh, dans une perspective plus large d'analyse de problèmes radiologiques, hein, et de faire intervenir les outils de calcul lorsque c'était nécessaire. Hein, d'où le titre Analyse du risque avec le pack Dosimex. Hein, voilà. L'objectif, c'est vraiment apprendre, montrer comment on peut analyser de façon globale un problème. Donc, ce type d'analyse, on peut distinguer trois phases. Hein. Premièrement, c'est la présentation et l'analyse d'un problème. Hein. Dans le monde réel, c'est trouver les problèmes. Hein. En général, ils ne viennent pas vous taper sur l'épaule. Donc, analyse d'un problème, recherche des paramètres pertinents, etc. Donc, toute une phase d'analyse préalable. Hein. Une fois que cette analyse est faite, à ce moment-là, eh bien, on peut choisir le code adapté, suivant la composante, gamma, bêta, etc. Hein. Donc, on met en œuvre les codes. C'est sans aucun doute la partie la plus facile. Prend en général quelques minutes. Et la troisième phase, c'est l'analyse des résultats de calcul en termes de radioprotection. Est-ce que les débits d'os sont importants? Est-ce qu'il faut mettre en place des écrans? Comment les dimensionner, etc. Donc voilà un petit peu l'esprit de ces formations. Et pour ce faire, nous appuyons sur un catalogue de travaux dirigés assez complet, hein, qu'on a regroupé en trois thématiques, industrielle, médicale et nucléaire diffus. Mon objectif là, dans la suite de la vidéo, c'est de vous présenter succinctement le tout début de trois TD pris dans chaque thématique. Hein. Donc je vous montrerai un petit peu le début du TD consacré à la gammagraphie, hein, pour le domaine industriel. Pour le domaine médical, le début du TD consacré à la radioprotection autour de l'utilisation du technétium 99M. D'accord. Et ensuite, je vous parlerai pour le nucléaire diffus, ce que j'appelais la mission Marie Curie. Hein, on va parler de problématiques radium. Donc, je vais commencer par le TD sur la gammagraphie. Voilà. Alors, c'est un TD assez conséquent qui se décline en deux parties. Donc, la première partie, dont je ne ferai que le début, hein, on s'intéresse à des problématiques de dimensionnement, de protection source-sortie. Et la partie 2, on s'intéresse à l'étude des bidoses au contact du château de transport source-rentrée, hein, qui est une partie assez délicate, voilà, donc, et assez intéressante et assez enrichissante. Alors, je reviens sur la partie 1, étude d'écran de protection. Donc la première question, voilà, on présente le problème, on utilise en gammagraphie les quatre radionucléides suivants, cobalt 60, césium 137, ne sont pas les plus utilisés, mais ils sont parfois utilisés. Hein. Le sélénium 75, qui est le petit dernier qui est arrivé dans cette famille-là, et le plus connu sans doute dans ce domaine, c'est l'iridium 192. Alors, on va chercher dans un premier temps à comparer les débits d'équivalent dose pour ces quatre radionuclides à une même activité. On prendra 1,5 Tbq, hein, qui est une activité réaliste, 40 curie, à une distance d'un mètre, hein, pour les classer en fonction de leur degré pour leur dangerosité radiologique. Et donc, avant de lancer le calcul, bien sûr, on peut le faire directement par calcul. Ce que l'on propose, c'est de se poser des questions et de classer a priori ces radionuclides en analysant leur table d'émission. Hein. C'est l'occasion d'aller sur le site LaraWeb. Hein, c'est quelque chose d'assez fondamental, hein, dans la démarche radioprotection, c'est connaître la nature des radionuclides qui sont mis en jeu. Et, euh, et on cherchera à établir, alors je dis en particulier le ratio des débits doses du cobalt 60 versus le débit dose du césium 137. Hein, on verra des choses intéressantes. Donc, je précise, avant de faire les calculs, hein, à partir des tables d'émission, et on se posera la question de savoir comment pourrait évoluer ce ratio lorsque les écrans de plomb lorsqu'on mettra en place des écrans de plomb de plus en plus épais. Et bien sûr, on confirmera tout ça avec des calculs d'Osimex. Alors, les schémas de désintégration, hein, je ne m'intéressais qu'au césium 137 et au cobalt 60. Le césium 137, bien connu, une énergie de 661 keV et une intensité de 85%. Et le cobalt 60, bien connu lui aussi, deux gamma de belle énergie, 1332 1173 keV, avec chacun une intensité de 200%.
Donc si on fait la moyenne, hein, ça fait une énergie de 1250 keV pour une intensité globale de 200%. Donc le cobalt 60 versus le césium 137, ben voilà, il a, il a une énergie qui est de l'ordre du double, hein, du simple au double, donc un facteur 2, et pour les intensités, là encore un facteur 2. Donc on peut prévoir que le cobalt 60 sera à même activité 4 fois plus dosant que le césium 137, ce que l'on confirmera par le calcul. Ensuite, si on se pose la question de savoir comment ce ratio 4 va évoluer en fonction de la présence de plomb, eh bien, on se doute que le cobalt 60 sera moins atténué que le césium 137, donc ce ratio-là ne peut qu'augmenter. Voilà. Donc, ensuite, là, ben, on peut passer à la phase 2 donc, et lancer quelques calculs. Hein. Donc, c'est l'occasion de présenter un peu les outils du pack Dosimex. Donc, on a d'abord Dosimex MN pour médecine nucléaire, ça c'est la dose patient, donc c'est pas l'objet. Dosimexi pour l'exposition interne, non plus, neutrons, bêta. Et ce qui va nous intéresser ici, nous sommes dans une problématique gamma, donc Dosimex GX. Hein, c'est G pour gamma et GX pour générateur X. Donc, on va ouvrir Dosimex GX. Alors, ça peut être un TD de début, puisque là, on va utiliser des options les plus élémentaires, hein, donc calcul des bidoses gamma et X. Hein, donc on a choisi, alors on précise, hein, on va considérer les sources comme étant ponctuelles, ce qui est admissible, que l'on peut démontrer par ailleurs. Hein. Donc on prend les sources ponctuelles. Alors je vais faire la chose suivante, en général je demande aux gens de calculer radionuclide après radionuclide. On peut faire un calcul en prenant en compte les deux directement. Donc je vais prendre le cobalt 60 avec une activité de 1,5, donc E12, 1,5 Tbq. Je valide. On va prendre le césium 137 en même temps. Alors ce n'est pas réaliste au sens là où les sources en général ne sont pas utilisées en même temps et au même endroit. Hein, c'est simplement pour mettre en évidence un effet. 12. Voilà, donc on valide. On obtient ensuite donc, la boîte de dialogue pour la géométrie d'exposition. Donc sans écran, à 1 mètre. On peut lancer le calcul. Et là, on va constater la chose suivante. Donc là, on a le débit dose total 661 millisieverts par heure, donc un débit dose élevé à 1 mètre. D'accord. Mais là, c'est le débit dose généré par les deux sources en même temps. Et on a ici les proportions pour chaque radionuclide. On a les proportions par rapport à la dose totale, hein, au débit de dose totale. Et on retrouve 79% pour le cobalt 60 et 20% pour les césium 137. Donc, la petite analyse préalable était tombée juste. Hein, le cobalt 60, effectivement, est 4 fois plus dosant à même activité que le césium 137. Et maintenant, on peut regarder ce qui se passe lorsqu'on va mettre en place des écrans de plomb de plus en plus épais. Donc si on met simplement 1 cm, qui n'est pas un écran très épais hein, pour ces radionuclides-là, on se rend compte, il y a un effet, alors bien sûr le débit de dose total baisse, mais hein, on se rend compte que les 20% du césium 137, la contribution chute à 14%. Donc la contribution du cobalt 60 augmente, elle passe à 85%. Et si l'on augmente, voilà, si on passe à 5 cm, eh bien, la contribution du césium 137 chute à 1,6% et le cobalt 60 à 98%. Hein, donc on se rend compte que lorsqu'on met du plomb, eh bien que le cobalt 60 devient de plus en plus prédominant et dans des proportions considérables. D'accord. Donc ça, c'est un effet important qu'il est bon de connaître, ce qu'on appelle un effet de durcissement de spectre. Hein. Et puis, alors on peut illustrer la chose de façon un petit peu différente. Hein. Si par exemple, c'est quelque chose d'important qu'il faut avoir à l'esprit. Hein. Supposons que l'on prenne encore une source de césium 137 et une source de cobalt 60, mais avec une source de césium. Alors je vais commencer par le cobalt 60, comme tout à l'heure. Je vais prendre une activité unité de 1 curie, hein, pour faire simple. Voilà. Et pour le césium 137, je vais prendre une source de 100 curie, hein, donc 100 fois plus active. On valide. Donc si on lance un calcul
sans écran de plomb, eh bien, on va constater qu'effectivement, sous ces conditions-là d'activité, le césium 137 fait 96% de la dose et le cobalt 60, 3,6%. Donc on pourrait penser que le cobalt 60 devient négligeable et on pourrait le négliger dans des calculs de dimensionnement et autres. Maintenant, si on fait un calcul de débit d'équivalent de dose, mais derrière 15 cm de plomb, ce qui n'est pas mince, notez au passage hein, l'intérêt des outils de calcul, qu'on peut réitérer les expériences à l'envie, hein, sans se préoccuper des. Hein, si on devait monter vraiment, se faire des mesures, hein, ça serait beaucoup plus lourd. Hein, voilà. Donc c'est un des intérêts des codes, c'est aussi de se familiariser, de répéter les expériences que l'on souhaite. Donc voilà, derrière 15 cm de plomb, eh bien, on constate que le césium 137, sa contribution, malgré qu'il soit 100 fois plus actif, c'est à peine 0,5%. Et le cobalt 60 fait 99,46% de la dose. Donc si vous l'aviez, si on le néglige a priori parce qu'il a une activité négligeable là sur le papier, on commet une erreur considérable. D'accord. Alors c'est lui qui fait la dose, hein, c'est de 3,35 microsieverts. Hein, voilà, et le césium ne joue plus. Voilà ce premier TD, hein, le début de ce premier TD. Hein, donc il y a encore bien d'autres choses derrière. Pour information, sur une journée de formation, on peut dérouler 4 à 5 TD. Voilà. Hein, comptez 1h30 sur chaque TD, le temps de faire le tour du problème, d'échanger, hein, c'est aussi l'occasion d'échanger, de répondre à des questions. Voilà. Donc je continue dans ma petite présentation. Donc je vais vous présenter le, le TD seringue technétium 99. Voilà. Alors la présentation du problème, on commence par présenter l'intérêt du technétium, son utilisation en imagerie médicale, hein, donc en scintigraphie, osseuse, etc. Ce qui est intéressant pour nous, ce sont les activités utilisées. Hein, c'est 8 mégabecquerels par kilogramme du patient, donc ça va de 80 mégabecquerels à 800 mégabecquerels pour un patient un peu enveloppé. Hein, donc on va utiliser cette activité majorante ici pour souvent, il est conseillé quand même d'étudier le scénario enveloppe, hein, le scénario majorant. Alors le TD complet, on étudie les quatre phases suivantes. Donc d'abord on s'intéresse à la radioprotection de l'opérateur, c'est-à-dire le porteur de seringue, d'accord. Ensuite la radioprotection patient, donc la dose reçue par le patient qui a subi l'injection. La radioprotection de l'environnement patient, donc une fois que c'est terminé, eh bien, la famille vient, le conjoint, les enfants, et bon, eh bien, c'est celui qui a reçu l'injection qui est devenu la source, hein, la source secondaire. Donc quel est le risque pour les personnels, les gens proches? Est-ce qu'il faut établir des consignes, une quarantaine? Voilà. On prend en compte bien sûr la décroissance, hein, dans cette phase-là. Et la phase 4, c'est le dimensionnement d'un mur en béton pour protéger un local adjacent à une salle de repos, une salle de quarantaine, hein, pour respecter par exemple la norme publique. Voilà. Hein, donc là encore, donc phase 1, le tout début, je reviens à phase 1, radioprotection de l'opérateur. Donc on avait dit qu'on prenait une seringue de 800 mégabecquerels. On donne des données géométriques de seringue, rayon 1 cm, hauteur 5 cm. Bon, elles sont peut-être un petit peu plus fines, mais ça ne joue pas, hein, c'est à la marge. Alors, quelques questions préliminaires. Tout d'abord, quels sont les rayonnements à prendre en compte? Là encore, et comme toujours, analyser la source de rayonnement. Donc, un petit tour sur la web, le technétium 99M. Sa table d'émission nous dit que c'est un émetteur gamma. Hein, l'émission principale, la plus intense, c'est un gamma de 140 keV à 88%. Voilà. Derrière, on a des X de faible énergie qu'on peut négliger, surtout parce qu'ils sont de faible intensité. S'ils étaient de forte intensité, on ne pourrait pas les négliger a priori. Voilà. Donc on peut considérer que c'est un émetteur gamma quasi pur de 140 keV, donc on est toujours là encore sur une problématique dose gamma. Par contre, pourquoi je dis quasi pur? Eh bien, en réalité, si on creuse un petit peu, on se rend compte que le technétium émet aussi des électrons, hein, avec des intensités non négligeables. Hein. On a quand même une émission à électrons qui tourne autour de 120 keV, qui avoisine les 20%, hein, si on fait la somme des intensités.
Bon, en exposition externe, elle ne pose pas de problème. Par contre, effectivement, c'est cette émission électronique qui va générer la dose en exposition interne. Donc c'est une bonne chose que de le savoir. Et les questions que l'on va poser en lançant les codes, c'est on a toutes les données maintenant pour effectuer des calculs de débit dose avec cette seringue, mais il reste un paramètre libre à déterminer, c'est à quelle distance significative pour calculer le DED. Donc moi je propose aux gens de prendre deux distances qui chacune vont être significatives d'une situation donnée, d'accord, qui vont nous apporter des renseignements. Voilà. Donc on revient là encore sur Dosimac GX. Donc là, on change de géométrie, on prend le cylindre. Hein, donc c'est l'occasion de mettre en œuvre une géométrie plus complexe, le mot est un petit peu fort. Hein, donc le technétium, 99M. Et puis donc l'activité, on a dit 800 mégas. On valide. Un seul radionucléide. Donc la boîte de dialogue un petit peu plus complète, hein, donc on va calculer sur le côté, d'accord, on rentre les données géométriques, 5 cm de hauteur, 1 cm de rayon, voilà. Cm c'est plus facile à rentrer. Un paramètre important c'est le matériau source, hein, la matrice source, hein, l'élément qui contient le radionuclide, hein. C'est rarement un radionuclide à l'état pur, donc ici bah, c'est de l'eau salée. C'est l'occasion de discuter des problématiques de masoémique que l'on peut modifier si besoin, etc. etc. Et, donc le seul paramètre qui reste maintenant déterminé, c'est la distance. On dit ça, c'est un paramètre libre. On peut calculer la distance souhaitée. Voilà, on dit donc quelles pourraient être les distances intéressantes où évaluer le débit dose. Eh bien, la première, effectivement, dans ce scénario-là, c'est le débit dose au contact, donc l'extrémité des doigts. Donc on peut calculer en zéro. Et voilà, alors le calcul est moins instantané, hein, parce que là on décompose la source en éléments finis et on intègre sur tout le volume. Alors il y a un aspect très important ici hein, qu'il faut développer, c'est que le résultat s'exprime en termes de H étoile 10, hein, donc un débit de dose ambiant. Le débit de dose ambiant est utilisé, c'est une grandeur opérationnelle qui est utilisée, qui est réputée être un estimateur de la dose efficace. Or, dans les conditions d'irradiation, et ça le code ne le dit pas, mais c'est à l'opérateur de l'analyser, cette dose n'est pas caractéristique d'une dose organisme entier, c'est une dose caractéristique de la dose au bout des doigts. Ah, donc on peut parler, on peut discuter de dose aux extrémités, etc. Bon, c'est un petit peu plus délicat que ça, mais c'est un bon estimateur de la dose au point chaud, la dose là où elle est maximale, c'est-à-dire au bout des doigts. Hein, et on obtient 85 millisieverts par heure, donc une valeur de débit dose élevée, conséquent, hein, qui nous dit qu'effectivement il va falloir mettre en place un écran de protection. Alors l'écran de protection, je ne lancerai pas le calcul, que l'on utilise, hein, c'est du tungstène, avec une épaisseur de 0,1 cm, 1 mm seulement. Voilà, donc on continue à dérouler le TD dans ces conditions. Donc vous voyez, la phase de calcul est élémentaire, hein, en soi, c'est toute l'analyse autour qui est intéressante. Et enfin, le dernier TD, donc la mission Marie Curie, que j'aime bien pour des raisons affectives, parce que lorsque j'étais gamin, mon frère, on collectionnait des timbres, et ce timbre-là, on le connaissait très bien, quelque chose qui m'intriguait, donc Marie Curie, et ici, on a effectivement le bécher avec du radium à l'intérieur, qui est suffisamment actif pour en ionisant l'air, rendre l'air luminescent, d'accord. Voilà. Donc la mission Marie Curie est un petit peu fictionnée, mais pas que. Hein, donc on vous demande de venir récupérer au musée Curie la source de radium offerte par les femmes américaines à Marie Curie en 1921. Donc ça c'est vrai. Hein, vous avez ici Marie Curie, le président Harding et au-dessus les femmes américaines. Voilà. Et on vous précise, dans une ambiance mission impossible, vous ne disposez pour préparer cette mission que de cette photo historique. Hein, donc dont on a tiré le timbre. Voilà. On voit bien la luminescence ici, hein, c'est assez impressionnant en demeurant. On a ici comme information la date, 1922, et la masse du radium, 2,7 grammes. C'est tout. On précise un petit peu les conditions d'exposition. On dit voilà, la source est placée dans
un contenant en verre avec un rayon de 10 cm pour fixer la distance. La question sera, peut-on saisir cette fiole à la main avec une épaisseur de 1 cm, on précise négligeable versus l'émission gamma, est suffisant pour arrêter tout rayonnement électronique. Donc ça, on le justifie en fin de TD. Toujours une chose importante, lorsqu'on fait des approximations, toujours les justifier. Parfois, lorsqu'on sort du domaine d'une approximation, on peut parfois se tromper de façon cataclysmique. Voilà. Et de la même façon, le radium extrait étant pur, nous pourrons considérer cette source comme ponctuelle. Là encore, on le justifiera en fin de TD. Enfin, il y a deux critères à respecter. Voilà. Donc, on est là encore sur une problématique gamma. Donc ça paraît simple initialement. Donc on revient ici sur une géométrie simple, source ponctuelle. On choisit effectivement le radium. Et là, on tombe sur un problème, c'est-à-dire, sur la photo, on avait du radium, mais quel radium, ce n'est pas précisé. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il va falloir analyser la situation. Et pour ce faire, en fait, donc quel radium je demande aux gens à analyser les trois familles. Le radium, on le retrouve dans les trois familles naturelles. Donc, pour commencer, la famille du thorium-232, avec le radium-224. Vous avez la famille de l'uranium-235 avec le radium-223. Et enfin, la famille de l'uranium-238 avec le radium-226 ici. Donc, quels sont le ou les radiums qu'il faut prendre en considération? Ensuite, il reste à estimer l'activité, puisqu'on ne la donne pas là non plus. Donc, vous voyez, une analyse intéressante où on s'intéresse à des filiations. Donc, alors ça, c'est souvent important lorsqu'on a affaire à des radionuclides qui ont une descendance. Est-ce qu'il faut prendre en compte ou pas les descendants? Et ça peut changer considérablement les valeurs de débit de dose. Voilà, je vais m'arrêter là pour la présentation de ces quelques TD, et de l'esprit de ces formations, en espérant que cela vous donne envie d'y participer. Soit des formations sur site, 2-3 jours, où j'ai découvert à l'occasion de la crise la possibilité de faire ce que j'appelle des journées d'accompagnement. Une journée d'accompagnement par visio, ça reste, lorsque le nombre de participants n'est pas trop élevé, ça reste vraiment intéressant au niveau interactif. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie.